donc la directivité des sources. Et en fait, on avait pris donc une certaine source qui était comme ça, d'accord? Et en fait, on avait dit que les intensités dans toutes les directions étaient différentes, d'accord? Étaient différentes, ok? IN étaient différentes, donc en fait, on peut prendre ce qu'on veut. Et on avait défini, donc en fait, le coefficient de directivité, c'est quoi? C'est de remplacer, par exemple, cette source avec, qui va émettre donc dans toutes les directions la même intensité, d'accord? La même intensité IM moyenne, donc on va tracer autour de la source. Donc une certaine intensité IM moyenne, d'accord? Et en fait, avec IM, c'est quoi? Donc on avait défini que IM, c'était quoi? C'était en fait la somme des II, I allant de 1 jusqu'à N, d'accord? Bien sûr, sur N. Ça, c'était, donc en fait, l'intensité moyenne qui remplaçait pratiquement toutes les intensités dans la direction, qui va être la même quelle que soit la direction. Et en fait, si je veux, par exemple, calculer le coefficient de directivité que j'appelle Q, par exemple, donc, dans la direction A, qu'est-ce que je vais voir? Donc, je vais avoir c'est IA sur IM. Donc, le coefficient de directivité, donc le coefficient de directivité, ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient de directivité. Directivité dans la direction 1. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, je peux aussi disons, définir le coefficient dans la direction 2. Donc, c'est I2 sur IM. Et dans la direction, bien sûr, N, QN, c'est quoi? C'est IN sur IM. D'accord? Sur IM. Et ça, d'accord? Donc, nous avons tous ces coefficients de directivité qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en fait, ça, c'est une certaine valeur, donc un coefficient sans unité. On peut définir le coefficient de directivité sous forme de logarithme. D'accord, ce qu'on appelle l'indice de directivité. Donc, ça, c'était le coefficient de directivité. L'indice de directivité, d'accord, l'indice de directivité, on peut le définir de cette façon. Je l'appelle, par exemple, si vous voulez, Q, il n'y a pas de problème, d'accord, ok. Et c'est égal à 10 log, bien sûr, de la valeur de Q que nous avions. Donc, ça, c'était sans unité. Ça, c'est l'indice de directivité. Et ça, c'est le coefficient de directivité. Bien sûr, la valeur, elle est donnée en dB. D'accord? La valeur est donnée en dB, tout simple. Voilà un petit peu, donc, en fait, comment on définit les indices et les coefficients de directivité. Alors, l'indice de directivité, ça représente quoi? Donc, en fait, c'est la capacité d'une source d'émettre dans une direction bien précise un niveau sonore précis, tout simplement, ou une intensité. Donc, voilà. Et bien sûr, vous avez des sources qui ont des directivités bien précises selon, disons, la direction de l'émission de l'onde sonore. C'est très important pour les sources et aussi pour, disons, les récepteurs aussi. D'accord? Voilà, donc la directivité, on l'a définie. D'accord? Alors, on va faire juste un petit rappel. Donc, en fait, aussi, on avait défini donc quoi? C'est, disons, les différents types de sources. Les différents types de sources que nous avions définis, les différents types de sources. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait des sources comment? J'écoute. Il y avait des sources. Ponctuel, linéaire et surfacique. Merci. Donc, ponctuel, d'accord? Linéaire et surfacique. En fait, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, en fait, on avait défini ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est ensuite, on avait défini les atténuations
disons, par rapport à ces sources lorsqu'on s'éloigne de ces sources. Donc, les atténuations, lorsque la distance pratiquement est doublée, les atténuations. D'accord? C'est les atténuations en fonction des types de sources. D'accord, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on avait défini? Donc, pour comment dirais-je, pour une source ponctuelle, on avait défini, donc, en fait, si j'avais ma source qui était ici, d'accord, et ensuite, je suis à une distance D1, et si je double la distance D2, d'accord, bien sûr, ici, si j'ai, par exemple, un LI1 et si j'ai un LI2, si je double la distance, donc je m'éloigne de la source, on avait dit que le niveau sonore, LI2, c'est égal à LI1 moins 6 dB. D'accord? Voilà, donc le cas d'une source sonore ponctuelle, lorsqu'on double la distance, lorsqu'on s'éloigne du double de la distance, le niveau sonore LI2, il diminue de 6 dB par rapport au niveau sonore à une distance D1. D'accord? Ensuite, on avait aussi dit, donc, dans le cas des sources linéiques, c'était par exemple des cylindres, en fait. D'accord? Donc, on a vu donc, ça dans le cas des sources linéiques que nous avons ici. On avait dit que LI2, c'est égal à LI1 moins 3 dB. Donc, dans le cas d'une source linéique, le niveau sonore, lorsqu'on double la distance, la même chose qu'ici, il diminue uniquement de 3 décibels. Et pour une source surfacique, d'accord? Donc, en fait, LI2 égale LI1 moins 0 dB. Ça veut dire que dans le cas des sources surfaciques, virtuellement, théoriquement, le niveau sonore ne diminue pas. D'accord? Alors, on avait dit que les sources ponctuelles, c'était quoi? C'était par exemple des sources qui étaient suspendues, disons, on compare ça par exemple à une onde. Les sources linéaires, c'est les trafics routiers, donc les grandes circulations, les trafics ferroviaires, donc les trains, et aussi les lignes de haute tension. D'accord? Les lignes de haute tension. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut voir. Donc, ça, c'était les atténuations, l'éloignement. D'accord? Maintenant, il existe maintenant d'autres types d'atténuation. Les autres types d'atténuation, c'est quoi, par exemple? On va prendre, par exemple, l'air. Donc, les types d'atténuation. Type d'atténuation des niveaux sonores. Les types d'atténuation des niveaux sonores, bon, premièrement, on avait dit que c'était l'éloignement. D'accord? C'est l'éloignement, tout simplement. Donc, on s'éloigne de la source. C'est tout à fait normal ce qu'on vient de dire. Donc, source ponctuelle, c'est moins 6 dB, etc. Donc, vous avez la première, c'est l'éloignement. On s'éloigne de la source. Deuxièmement, c'est absorption de l'air, par exemple. Absorption par l'air ambiant. D'accord? Ensuite, vous avez donc, disons, l'atténuation qui est due, par exemple, aux écrans naturels. D'accord? Aux écrans naturels. Alors, un écran naturel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, une butte de terre. Imaginez, par exemple, que vous ayez un trafic routier ici, donc une route. D'accord? Imaginez que vous ayez une route ici, donc avec une voiture. Et, par exemple, vous êtes là, vous avez votre bâtiment qui se trouve ici. D'accord? OK? Vous avez votre bâtiment qui se trouve ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, si je veux protéger, vous avez votre source qui est là. L'onde sonore, elle part dans ce sens. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'atténuer en mettant quoi? En mettant un écran naturel. Alors, les écrans naturels, ça peut être de quel type, s'il vous plaît? Les écrans naturels, ils peuvent être de quel type? Un mur, monsieur. Pardon? Des murs. Non, ça c'est artificiel. D'accord? C'est la végétation. D'accord? C'est la végétation. Par exemple, vous plantez des arbres. Vous plantez des arbres, donc comme ça, en fait, c'est un écran naturel. Donc, vous avez, par exemple, de la végétation, d'une manière générale. D'accord? J'écris végétation. Ça peut être, si vous avez les pelouses, donc le gazon, l'herbe que vous avez, etc. Vous avez la végétation. Ça, c'est le premier type d'écran naturel. Alors, le deuxième type d'écran naturel, c'est ce qu'on appelle les buttes de terre. D'accord? C'est les buttes de terre. Les buttes de terre, c'est quoi? En fait, c'est des monticules. Donc, vous avez toujours votre source qui est là. Donc, en fait, elle est là. Ensuite, vous avez toujours votre bâtiment qui se trouve quelque part ici. Et vous mettez des buttes de terre. Les buttes de terre, c'est quoi? C'est des monticules. C'est de la terre. Donc, vous mettez des buttes de terre ici. D'accord? Des buttes de terre entre votre
source et bien sûr votre bâtiment, donc disons l'auditeur ou le bâtiment que vous voulez protéger. D'accord? Et maintenant, donc on fait ça, c'est naturel, tout à fait logique. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est les écrans artificiels. Maintenant, il y a les écrans artificiels. Les écrans artificiels, comme vous dites, donc c'est des murs qu'on construit normalement. Donc, le troisième type ou le quatrième type, donc vous avez les écrans artificiels. Alors, bien sûr, l'écran artificiel, d'accord? Donc, l'écran artificiel, bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc en fait, alors, l'écran artificiel, qu'est-ce que ça veut dire écran artificiel, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire, disons, écran artificiel? Donc un mur, monsieur. Voilà, ما écran, حاجة في donc, المنزل. voilà, écran artificiel, donc ce qu'on appelle, Fabriqué par l'homme. voilà, d'accord, c'est un écran anti-bruit. كما كاين في les autoroutes, monsieur. Voilà, très très bien, exactement, Comme Gad. il le fait tellement, monsieur. Voilà, donc vous les voyez, ces murs qui sont construits le long des autoroutes lorsque vous avez des habitations juste à côté. C'est des murs qu'on construit. En fait, comment que ça fonctionne? Supposons par exemple que vous avez une source sonore qui est ici, d'accord? Et vous avez toujours votre habitation ou n'importe quoi. Donc vous avez votre habitation qui se trouve ici, d'accord? Et que l'on veut protéger. Que l'on veut protéger. Bien sûr, le mur, disons l'écran anti-bruit, donc il a une certaine hauteur, donc il est comme ça, d'accord? On suppose par exemple qu'il est comme ça, donc voilà. Et en fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons par exemple ici, je dirais quelque part, donc en fait, disons le récepteur R qui est ici. Alors, en l'absence de l'écran, qu'est-ce qui va se passer? En l'absence de l'écran, en l'absence de l'écran, vous allez avoir, disons, l'onde sonore qui va partir directement vers le récepteur comme ça. Mais le fait qu'on ait mis un écran, donc ça c'est un écran, d'accord, anti-bruit, d'accord. Le fait que vous aimez votre écran, disons, l'onde sonore ne va pas partir directement de SAR. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir dans ce sens comme ça, d'accord? Bien sûr, il y a une onde qui va partir dans ce sens. Et ensuite, pour atteindre ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va revenir comme ça. Donc, elle est diffractée, d'accord? Et bien sûr, vous avez un certain angle entre l'onde qui parle ici, donc qui est incidente, donc en fait, l'onde de départ, et l'onde qui est diffractée qui se trouve ici. En fait, qu'est-ce que nous avions tout à l'heure sans écran? Le chemin, bon, je vais mettre ici un point par exemple A, d'accord? Le chemin qui a été suivi lorsque vous n'aviez pas d'écran, c'est directement SR, d'accord? Maintenant, le fait que vous ayez mis votre écran, d'accord? Le chemin qui est suivi par l'onde sonore, c'est SAR. Donc, vous avez augmenté la distance qui est parcourue par l'onde sonore, et de ce fait, plus la distance est importante, plus l'atténuation de l'onde sonore est importante aussi. Est-ce que c'est clair? Donc, les écrans anti-bruit ils sont faits comme ça. Mais ce qui est important à savoir, et donc en fait, ça c'est, donc je vais mettre des points ici. Donc, donc vous allez avoir donc une certaine onde qui est là, d'accord? Donc je vais mettre 1 ici. D'accord? Ça c'est 1, d'accord? Ensuite, je vais mettre 3 ici. D'accord? Bien sûr, je vais mettre une certaine onde qui se trouve ici, qui réfléchit par le mur lui-même. D'accord? Etc. Donc, vous avez 1, donc 2 et 3. Alors, l'onde 1, c'est l'onde qui est diffractée. Vous mettez donc onde diffractée. D'accord? Onde diffractée, donc ici c'est le numéro 3, pardon. D'accord? Ensuite, vous avez la 2, c'est l'onde réfléchie. Donc ça c'est 2. D'accord, ici. C'est l'onde réfléchie. D'accord? Et l'onde 3, c'est l'onde incidente.
3, ici, c'est l'onde incidente, tout simplement. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir dans ces paramètres, mais vous voyez bien que ce mur que j'ai ici, le mur que j'ai ici, tout à fait au départ, il avait ce qu'on appelle une hauteur géométrique. D'accord? Donc, vous voyez bien que donc, ce qu'on appelle, je l'appelle HG géométrique. D'accord? Mais en fait, l'effectivité disons, l'efficacité de ce mur, ce n'est pas sa hauteur géométrique totale. Mais en fait, c'est la hauteur qui est là, donc en fait, que je trace comme ça, d'accord? C'est la perpendiculaire à la base de votre triangle disons, d'onde que vous avez ici, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que vous avez? La hauteur qui était AG de votre écran anti-bruit, la hauteur que vous avez ici, c'est celle-ci qui va être effective. Et je l'appelle HE, la hauteur effective, tout simplement. D'accord? Donc, ce qui va m'intéresser, moi, ce n'est pas parce que vous avez un mur avec une certaine hauteur géométrique AG qu'il va être efficace, mais en fait, c'est seulement la hauteur ici que j'ai, perpendiculaire à la base de ce triangle SAR, d'accord, que je mets R ici, d'accord, qui va être effective. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? C'est bon? Donc maintenant, regardez, ce qui est important, vous mettez θ, c'est l'angle de diffraction. L'angle de diffraction. D'accord? Θ, c'est l'angle de diffraction. Donc, vous voyez, ces paramètres, ils sont importants pour nous pour pouvoir calculer donc l'efficacité des écrans anti-bruit, tout simplement. Alors, bien sûr, je vais effacer ou vous faire comprendre un petit peu comment fonctionnent ces écrans anti-bruit et en fonction de la position de la source et aussi en fonction du récepteur que nous avons ici. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce schéma, lorsque vous avez un écran anti-bruit, la fonction de l'écran anti-bruit, il augmente la distance qui est parcourue par l'onde sonore. Donc, ce sera SAR au lieu d'avoir l'onde directe SR. De ce fait, vous avez une atténuation de bruit. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on peut un petit peu donc discuter. Si je prends toujours un écran anti-bruit, d'accord? Si je prends un écran anti-bruit qui est là, d'accord? Et bien sûr, j'ai toujours, par exemple, un récepteur, il peut avoir n'importe quelle position. Je peux avoir, par exemple, une position R1 du récepteur, d'accord? Je peux avoir, par exemple, une position R2 du récepteur. Et bien sûr, je peux avoir peut-être une position R3 du récepteur. Peu importe. Donc, il peut être très proche de l'écran anti-bruit ou il peut être éloigné. Voilà ce qu'il faut retenir tout simplement, d'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir, s'il vous plaît? Maintenant, si j'ai une source, la source, elle peut être aussi dans cette position, donc éloignée de votre écran anti-bruit. Elle peut être ici S2 ou elle peut être très proche de la source. Alors maintenant, on va voir en fonction de la position de cette source quel sera le comportement de l'onde. Alors regardez s'il vous plaît. Si je considère par exemple S1 et R1, S1 et R1, qu'est-ce qui va se passer? L'onde, elle va partir comme ça. D'accord? L'onde, elle va partir comme ça. Hop. Bien sûr, vous avez l'onde qui part, donc en fait, qui est là. Et ensuite, vous avez une onde diffractée qui va atteindre le récepteur R1. D'accord? Maintenant, c'est la même source. C'est la même source, mais en fait, pour l'auditeur R2, je vais avoir un autre angle ici, θ2. D'accord? Et bien sûr, pour le récepteur 3, je vais avoir un autre angle, θ3, donc il est là. D'accord? θ3. Donc, vous voyez un petit peu que les angles de diffraction, ils sont différents selon la position de votre auditeur. Donc, vous avez θ1, c'est le plus grand, d'accord? C'est le plus grand. Et on voit, disons, quelle est l'influence de cet angle de diffraction sur, disons, le récepteur, etc. Maintenant, lorsque vous avez, je prends l'extrême, je vais raisonner par rapport à la source S3 que j'ai ici, d'accord?
Pardon. Donc, je vais raisonner par rapport à la source S3. Alors, s'il vous plaît, accordez-moi une minute le temps de changer mes cartouches. Pardon, je m'excuse. Accordez-moi une minute le temps de changer mes cartouches. Voilà, c'est fait. On va reprendre notre explication. Bien, donc on continue. D'accord? Maintenant, si je prends par exemple, je raisonne par rapport à la source S3 que j'ai ici. Donc la source S3, qu'est-ce qui va se passer du jour par rapport à R1? Je vais avoir l'onde qui va être comme ça. Donc l'onde qui va être comme ça, il y a une partie qui part et vous avez un angle de diffraction, il est là. Donc vous avez un angle très important, donc, que j'appelle θ'1. Maintenant, par rapport à celui-ci, vous allez avoir toujours, par exemple, cet angle qui va être ici, etc. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît, ce qui va se passer. Si je me place, par exemple, par rapport à la source, si je me place par rapport à la source, d'accord, ici, qu'est-ce qui va se passer? Plus la source est proche de l'écran, plus, disons, comment dirais-je, l'angle de diffraction va être important et vous risquez donc de protéger mieux votre récepteur. Plus le récepteur est proche de ce côté de l'écran, plus il est protégé. Ça, c'est important. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité, si vous voulez, d'un écran anti-bruit est fonction aussi de la position de quoi? Elle est fonction de la position de la source et aussi du récepteur d'une manière générale. D'accord? D'accord, s'il vous plaît? Donc maintenant, on va voir quelle est l'atténuation, disons, d'un écran anti-bruit, tout simplement. Et donc en fait, l'atténuation d'un écran anti-bruit, d'accord, c'est fonction de l'angle de diffraction, d'accord, etc. D'accord, c'est l'angle de diffraction. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est la hauteur effective qui rentre en ligne de jeu aussi. D'accord? Donc, vous avez le delta L. Donc, si je prends toujours mon écran anti-bruit qui est là, d'accord? Alors, bien sûr, j'ai toujours ma source et j'ai toujours mon récepteur qui est là. D'accord? Et donc, en fait, voilà, ça, c'est l'angle incident qui est, enfin, l'angle qui est là. Et vous avez l'angle diffracté et vous avez l'angle incident, l'onde incidente qui est là. Alors bien sûr, on avait défini, ça c'est θ qui est l'angle d'incidence, donc de diffraction. Ça bien sûr, on avait défini que ça c'est la perpendiculaire que j'appelle la hauteur effective HE. Ce n'est pas la hauteur géométrique. La hauteur géométrique, c'est celle-ci. Donc ça c'est la hauteur géométrique. D'accord? Ensuite, donc en fait, on définit le delta L. Delta L, c'est quoi? En fait, c'est, je sais par exemple, j'ai LI1 ici, que j'ai ici, et je l'ai LI2 au niveau, disons, de mon récepteur. Donc le delta L, c'est en général LI1 moins LI2. Alors, il est égal à quoi? En fait, c'est en fonction, donc c'est 8,2, d'accord? Et ça, c'est 8,2. Donc en fait, log décimale, s'il vous plaît, d'accord, de 44 fois HE, donc c'est la hauteur effective, sur lambda, multiplié par tangente θ, l'angle de diffraction, et vous avez sur 2 ici. D'accord?
Voilà, en fait, l'atténuation qui est donnée par, disons, un écran anti-rouille. Donc, c'est 44 HE. Donc, HE, c'est quoi? C'est la hauteur, j'écoute, c'est la hauteur, Effectif. c'est la hauteur effective. D'accord? Qui est la perpendiculaire, à l'angle de diffraction. D'accord? Ensuite, lambda, c'est quoi? C'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde. Et la longueur, c'est quoi? C'est en mètres. Bien sûr, c'est en mètres, c'est parce que c'est une longueur, c'est aussi en mètres. Elle est fonction de la fréquence. D'accord? Elle est fonction de la fréquence. Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les atténuations maintenant, d'accord, sont fonction de la fréquence. Disons, l'écran attribué n'atténue pas de la même manière lorsque vous êtes aux basses fréquences que lorsque vous êtes aux hautes fréquences. Alors, θ, c'est quoi θ? C'est l'angle de diffraction, en degrés, bien sûr. C'est l'angle de diffraction en degrés, tout simplement. D'accord? En degrés. Voilà, et cette formule, on l'appelle la formule de Brown-C, d'accord? C'est la formule de Brown-C, d'accord? Voilà. Donc maintenant, vous avez un petit peu, donc, disons, comment atténuer un écran anti-bruit, tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est clair, ça, c'est les écrans anti-bruit. Et vous avez des ABAC, généralement, vous avez des ABAC, donc en fait, cette valeur, donc l'unité, donc c'est en dB ou en dBA, peu importe, selon qu'on exprime LI et LI2 en dB ou en dBA. Monsieur, Oui, j'écoute. s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à lire, le lambda, il représente quoi? La longueur? Lambda, c'est la longueur d'onde. Longueur. Vous voyez maintenant, Agad? Oui, c'est bon, monsieur, merci. C'est la longueur d'onde, d'accord? C'est la longueur d'onde, d'accord? Alors, la longueur d'onde, c'est quoi? C'est une distance. Oui. Alors, une distance, c'est quoi? Une distance, c'est quoi? C'est une vitesse multipliée par un temps. D'accord? Et le temps, c'est quoi? En fait, c'est la période. Donc, en fait, le temps, c'est l'inverse du Hertz. Donc, en fait, c'est quoi? Vous avez donc lambda, si vous voulez, c'est égal à VT. Donc, ça, c'est la vitesse du son dans l'air. Et ça, disons que c'est la période. En fait, quand j'ai la période T qui est égale à 1 sur F sur la fréquence, ça veut dire quoi? Que j'ai lambda, c'est égal à quoi? C'est la vitesse divisée par la fréquence à laquelle vous êtes, tout simplement. D'accord? Alors, bien sûr, V ici, c'est quoi? C'est la vitesse du son dans l'air. En principe, elle est égale à, bien sûr, à 20 degrés, à peu près à 340 mètres par 45 mètres par seconde. Bien sûr, ça c'est. Et la fréquence, vous choisissez la fréquence. Par exemple, regardez un petit peu. On va faire juste un petit exemple. D'accord? On va juste un petit exemple pour qu'on puisse comprendre. D'accord? Donc, juste une petite application. Donc, imaginons donc, que vous ayez, par exemple, que vous ayez un mur qui est comme ça. D'accord? Et on va considérer cette fois-ci que la hauteur effective, c'est la hauteur géométrique. D'accord? OK? Supposons, par exemple, que j'ai un mur de 4 mètres. D'accord? Alors, je vais avoir, disons, si j'ai un coup de 4 mètres, je vais être comme ça. Donc, en fait, je vais le placer directement à la mi-distance par rapport à ce que j'ai ici. Donc, supposons que vous ayez 4 mètres aussi, et vous ayez, par exemple, 4 mètres ici. D'accord? Et vous avez votre récepteur qui est là. Donc, ça, c'est la source, et ça, c'est le récepteur. Et ça, bien sûr, vous avez le point A qu'on avait déterminé tout à l'heure. C'est clair? Et en fait, qu'est-ce que je vais avoir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, en fait, si aussi j'ai cette hauteur de 2 mètres, c'est juste pour une application, pour ne pas faire de calcul, d'accord? Et j'ai 2 mètres ici. Donc, en fait, l'angle, disons, l'onde incidente, elle va être à une hauteur de 2 mètres, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Je vais faire ça et je vais faire ça, d'accord? Et vous avez un angle θ. Vous avez un angle θ que j'ai ici, d'accord? Bon, en général, le fait, si vous voulez, que j'ai cet angle θ, en principe, le fait que vous ayez 4 mètres, etc., vous avez toujours l'angle θ que l'on retrouve ici, tout simplement. D'accord? Et vous avez la hauteur effective, c'est directement la hauteur que j'ai ici. D'accord? C'est directement la hauteur que j'ai ici, d'accord? Etc. Bien, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 mètres
Et j'ai 2 mètres et j'ai 4 mètres. Donc la hauteur effective que je vais avoir ici, c'est 2 mètres directement, d'accord? Mais elle est au milieu parce que les distances sont les mêmes. Donc elle va être placée donc, directement là, la perpendiculaire, donc sur la base, elle est à oui. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Oui. Très bien. Désolé, il y a des moments où je ne fais pas attention quand j'écris, d'accord? D'accord? Donc vous allez avoir ça, donc 4 mètres entre l'écran et la source, 4 mètres entre l'écran et le récepteur. Et vous avez, par exemple, si vous voulez, donc une certaine hauteur géométrique de 4 mètres, disons, de l'écran. D'accord? Donc, en fait, vous avez 2 mètres, il n'y a pas de problème. Et donc, on peut calculer la tangente de θ. D'accord? La tangente de θ. Tangente θ, c'est quoi? La tangente, c'est ça sur ça. Nous sommes d'accord? C'est le même de toute façon. Donc, c'est quoi? C'est 2 sur 4, ça fait 1 demi. Alors, 1 demi. Alors, donc, tangente, donc c'est égal à 1 demi, il n'y a pas de problème. D'accord? OK? Maintenant, je repars. Supposons, par exemple, que je prends donc une fréquence considérée à 1000 Hz. D'accord? Donc, je vais avoir lambda, c'est égal à combien? C'est égal à 345 divisé par 1000. D'accord? Donc, ça va être 0,345 mètres, tout simplement. 345. OK? Maintenant, j'applique. Maintenant, supposez, par exemple, je vais calculer l'atténuation. L'atténuation, c'est qu'on avait dit. Delta L, c'est égal à quoi? À 8,2. Log décimal de quoi? De 44. H, l'autre effectif, c'est 2 mètres, n'est-ce pas? C'est 2 divisé par lambda qui est égal à 0,345. D'accord? On multiplie par quoi? Par tangente. Et le tout divisé par 2, donc c'est aussi multiplié par 1 demi. C'est ça? Oui ou non? Donc ça fait 8,2 tout simplement. Log décimal, bien sûr, de 44 fois 2, ça fait shal, ça fait 88. 88 divisé par 0,345 et multiplié par 1 quart tout simplement. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez m'évaluer ça si vous avez vos calculatrices à côté de vous, s'il vous plaît? 14,79. Le tout, donc voilà. Donc vous avez une atténuation de 14,79 dB, tout simplement. Donc vous avez un delta L de 79 de 14,79. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, j'ai LI1 qui est égal, par exemple, à 80 dB au départ, donc le fait de placer un écran que j'ai ici, d'accord, on va voir que ça donne. Alors, regardez un petit peu, s'il vous plaît. Donc ça va être LI1 est égal à quoi? Donc vous avez LI2 qui est égal à quoi? Si on a le delta, c'est en dB. Oui, bien sûr, c'est en dB. Bien sûr, c'est en dB. J'ai mis l'unité, c'est soit en dB, soit en dBA. Ça dépend des niveaux sonores que vous avez. Donc soit en dB ou bien sûr en dBA, peu importe. C'est selon les niveaux, disons les unités des niveaux sonores que vous avez LI1 ou LI2. D'accord? Et donc en fait, le LI2, ça va être égal à quoi? À 80 moins 14,79, c'est égal à combien? À peu près, donc en fait, c'est 64, 65, c'est ça? C'est 65,21. C'est ça? 21 dB. Voilà, en fait, le LI, Oui, monsieur. 65,21 dB. Donc, vous avez une atténuation assez appréciable. D'accord? Vous avez une atténuation assez appréciable et c'est ça. Est-ce que vous avez compris maintenant donc, le rôle d'un écran anti-bruit que l'on place sur le côté des autoroutes ou des routes à grande circulation, etc., pour protéger les habitations ou n'importe quel récepteur que nous avons? C'est bon, s'il vous plaît? C'est bon, s'il vous plaît? Oui? Monsieur. Très, très bien. En général, monsieur. En général, vous avez des abacs. Vous avez des abacs qui vous permettent, sans faire le calcul, vous avez les angles, vous avez les hauteurs effectives et vous pouvez calculer. Est-ce que vous avez des questions à poser avant de passer à autre chose, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser avant de passer à autre chose? Oui, monsieur. Oui, alors j'écoute. Par rapport au L1 ou le L2, là, il représente quoi le dessin? Alors, Voilà. le L1, le dessin, vous avez L1, c'est ici. D'accord? OK? L1, c'est من S le A.
Voilà. Non, 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 le L1, c'est un niveau sonore de la source au niveau, disons, à la C'est le source niveau S. sonore. خلاص. C'est le niveau sonore, bien sûr, on les a définis. Et le LI2, c'est le niveau sonore qui est perçu au niveau de la position R, tout simplement. D'accord, du récepteur. Merci. Donc, en fait, on peut éventuellement calculer, donc, en fait, je peux éventuellement calculer, si je connaissais LW, le niveau LI2 quand il n'y a pas de barrière. D'accord? Quand il n'y a pas de barrière, tout simplement. OK? C'est bon, s'il vous plaît? Bon, oui, j'écoute. Très, très bien. Alors, voilà, donc, on va passer maintenant à une chose qui est un peu plus importante pour nous. Donc, en fait, on a vu, donc, en fait, la diffusion des ondes sonores dans un champ libre, etc. Maintenant, on va passer donc à la diffusion des champs sonores, d'accord? La diffusion des champs sonores dans un espace clos, d'accord? Propagation sonore, donc vous écrivez propagation sonore. Sonore dans un espace clos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire espace clos, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire espace clos? Le bruit, il n'est pas dispersif dans l'air libre. Non, c'est un espace fermé. Un espace clos, c'est un espace fermé, d'accord? C'est un espace qui est fermé complètement. Alors, quand on avait, dans l'espace libre, il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien du tout. Disons, l'onde pouvait partir comme elle voulait dans tous les sens. Nous sommes d'accord, s'il vous plaît? Alors, dans un espace clos, c'est l'inverse. Donc, elle peut se propager uniquement dans un espace qui est fermé, une chambre, un local, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, maintenant, regardez, donc avant de faire ça, donc, on va voir maintenant la géométrie, disons, des réflexions des ondes sonores. Réflexion des ondes sonores. Alors, ce qui est important, parce que ce que nous allons voir, qu'est-ce que ça veut dire géométrie donc de réflexion? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire réflexion? C'est-à-dire que vous avez une onde qui arrive sur une surface, et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est réfléchie. Tout simplement, imaginons par exemple que nous avons une surface qui est là, d'accord? Nous avons une surface qui est là, et bien sûr, sur cette surface, vous avez une onde qui est incidente, comme ça. Et bien sûr, vous allez avoir une onde qui est réfléchie dans ce sens, d'accord? Donc, en fait, ça, c'est qu'est-ce que je vais avoir? Donc, vous allez avoir certainement une source. Donc, ça, c'est l'onde incidente, d'accord? Et ça, c'est l'onde qui est réfléchie. D'accord? C'est l'onde qui est réfléchie, tout simplement. D'accord? Alors, bien sûr, vous avez toujours, alors, l'angle d'incidence, c'est toujours par rapport à la normale à la surface. Donc, vous avez, je trace la perpendiculaire à la surface, donc ça, c'est la surface. Et ça, c'est, que j'appelle N, je l'appelle la normale. Alors, qu'est-ce que ça dit la normale? C'est la perpendiculaire, d'accord? La normale à la surface. C'est la perpendiculaire à la surface. Tout simplement. OK? Alors, bien sûr, si j'ai un angle d'incidence que j'appelle, par exemple, θ, d'accord? Et je l'appelle θi, par exemple, l'angle d'incidence. L'angle de réflexion, il est le même par rapport, si vous voulez, à la normale. Donc, vous avez θ qui est donc réfléchi, et bien sûr, vous avez toujours, en vertu des lois de l'optique, donc vous avez θi égale θr, d'accord? Donc, l'angle d'incidence, il est le même que l'angle de réflexion. Ça, c'est clair? Voilà ce que nous avons. Voilà ce que ça veut dire, si vous voulez, la géométrie de réflexion. Alors, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire que vous avez une onde qui est incidente, d'accord? Et vous avez une onde qui est réfléchie. Alors, supposons maintenant, s'il vous plaît, que vous avez par exemple une source qui est ici, d'accord? Et ici, par exemple, vous avez un certain récepteur R. Donc, le récepteur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une source qui va émettre des ondes. Et le récepteur, il va recevoir les ondes qui sont réfléchies par la surface que nous avons vue. Il va y avoir certainement un comportement bien précis de ces ondes selon la forme de la surface. Selon la forme
de la surface. D'accord? Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir, donc les surfaces, les types de surfaces que l'on peut rencontrer réellement. Quels sont ces types de surfaces, s'il vous plaît? On peut avoir une surface, comment? Une surface plane. Une surface plane. Une surface plane. Ensuite, on peut avoir une surface qui est comment? J'écoute. J'écoute. Oui. On peut avoir une surface qui est convexe. D'accord? Alors, plane, c'est comme ça. D'accord? Convexe, c'est comment? C'est une surface qui est courbée dans ce sens. D'accord? Ce qu'on appelle convexe. Et ensuite, on peut avoir une surface concave. C'est dans l'autre sens. Donc, elle est courbée dans l'autre sens. Et bien sûr, vous allez me dire, mais par rapport à quoi? Bien sûr, regardez, j'ai toujours ma source qui se trouve ici. D'accord? Les ondes, elles vont venir comme ça, elles vont être réfléchies. Pour ce cas-là, la source est là. L'onde va venir comme ça, ensuite elle va être réfléchie dans ce sens, etc. Pour la source concave, je vais avoir la source qui est ici, et elle va être réfléchie dans ce sens. D'accord? Vous voyez un petit peu que la forme... Je ne vois rien, monsieur. Pardon? Vous ne voyez rien. Rien. Ah, désolé, on va... Comme ça, vous voyez? Oui. Voilà. C'est bon comme ça? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, vous avez la surface plane, donc vous allez avoir l'onde incidente qui va venir comme ça, d'accord? Ensuite, vous avez une surface convexe qui est comme ça, donc l'onde elle va être réfléchie dans ce sens, et la surface concave, l'onde elle va venir comme ça, elle va être réfléchie. Alors, selon la forme de la surface, le LI qui est reçu par le récepteur, il va être soit atténué, soit, si vous voulez, il va être, comment dirais-je, donc augmenté d'une certaine valeur. Alors, dans ce cas-là, bon, ça va être quelconque, donc ce n'est ni convexe ni concave. Donc, on va voir, si vous voulez, une certaine onde qui est reçue par l'auditeur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir beaucoup plus une onde qui est concentrée. Donc, elles vont concentrer les ondes et on a l'impression que le récepteur, il reçoit un niveau sonore plus important par rapport à ce qu'il y avait au niveau de la source R. Et disons, la source concave, elle a tendance à disperser les ondes, donc le niveau sonore, il est un peu atténué. Alors, pratiquement parlant, par exemple, si j'ai un auditeur, par exemple, un récepteur qui est là, ou un récepteur qui est là, ou un récepteur qui est là, alors le cas le plus défavorable, c'est le cas convexe. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à concentrer, on va voir juste par un petit dessin, à concentrer les ondes sonores, donc le niveau sonore, il va être augmenté. Donc en fait, en pratique, lorsque vous êtes par exemple dans des espaces, il faut éviter, si par exemple vous ne voulez pas déranger votre auditeur, il faut éviter à ce que vous ayez des surfaces qui sont convexe. Sinon, vous allez concentrer la totalité de l'onde sonore en un point donné. Et bien sûr, ça, c'est peut-être très mauvais pour l'auditeur. Bien sûr, dans d'autres cas, on a besoin peut-être de renforcer le niveau sonore. À ce moment-là, on utilise des surfaces convexes, etc. D'accord? Regardez un petit peu maintenant. Donc, je peux effacer, s'il vous plaît? Je peux effacer? Oui, monsieur. Très bien. Alors, regardez maintenant, on va prendre cas par cas, selon la surface que nous avons. D'accord? Alors, s'il vous plaît, si on prend par exemple une surface plane, je vais commencer par la surface plane, d'accord? Je vais commencer par la surface. Vous voyez là ce que je dessine? Vous voyez? Donc, je vais commencer par la surface plane que je vais mettre peut-être ici de préférence. Voilà. Alors, la surface plane que j'ai ici, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je place par exemple une source ici. Une source ici, d'accord? Cette source, elle va émettre des ondes dans toutes les directions, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir peut-être une source qui est comme ça. Une onde incidente qui va venir dans ce sens de la source, elle va aboutir ici. D'accord? Alors, on avait dit que l'onde qui est réfléchie, c'est par rapport à la normale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace la perpendiculaire en ce point. D'accord? Je trace la perpendiculaire en ce point ici. Il ne veut pas écrire. Donc, ça, c'est la perpendiculaire et je trace mon onde qui est réfléchie. Avec les angles θ, c'est les mêmes que j'ai ici. D'accord? C'est les mêmes angles que j'ai ici. C'est clair? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple, je vais avoir, si vous voulez, une onde
disons, une onde qui va être ici en un certain point ici. D'accord? Maintenant, je peux aussi, si vous voulez, donc la même chose. Donc, je peux faire une autre onde qui arrive de ce côté-là. D'accord? Je vais faire la même chose. Je vais tracer la perpendiculaire et je vais avoir, par exemple, ici l'angle qui va être comme ça, donc θ. D'accord? Et il va être réfléchi de la même manière de ce côté-là. Bien sûr, pour déterminer donc en fait ce point-là, c'est par rapport à ce qu'on appelle, si vous voulez, disons les images, les sources images, etc. D'accord? Cette source ici que j'ai ici, c'est comme si par exemple j'avais une certaine distance avec une source S', d'accord? Et c'est cette source S' qui va m'envoyer ces sources, ces ondes que je vais avoir ici. Donc ça c'est l'onde, donc ça c'est la source image. D'accord? Ça c'est une surface plane, etc. Donc, en rouge, si vous voulez, ce que j'ai ici, c'est les ondes incidentes. Et ce qui parle de ce côté, ce sont les ondes réfléchies. Je peux faire aussi la même chose de ce côté-là. Donc, je peux faire la même chose ici. Donc, je vais avoir une onde qui est comme ça. Donc, ça, c'est la normale. Et je vais avoir une onde qui réfléchit comme ça. D'accord? Je peux aussi avoir ici donc, une onde qui parle horizontalement. Donc, je vais avoir une onde peut-être qui réfléchit dans ce sens, etc. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je trace donc l'onde frontale, elle va être comme ça. Donc, voilà l'onde. Comment elle va être, si vous voulez, pour une surface plane. Alors, ce que j'ai ici, c'est ce qu'on appelle l'onde frontale. D'accord? Ce qu'on appelle l'onde frontale, et voilà ce que j'ai. Donc, en fait, ce que je vais avoir, donc en fait, les niveaux sonores selon les distances, je vais avoir l'onde frontale et c'est celle qui va me donner le niveau sonore, un point quelconque, etc. D'accord? Maintenant, ça, c'est pour une surface, si vous voulez, plane. Donc, c'est la surface plane qui va réfléchir les ondes sonores. Et le type d'onde frontale que j'ai, il va être à peu près comme ça. D'accord? C'est clair? Maintenant, on va passer à une surface, si vous voulez, convexe. On va passer à une surface convexe que nous allons voir. D'accord? Donc, c'est une surface plane. Alors, les sources convexes, donc les surfaces, convexes. Alors, une surface convexe, c'est quoi? C'est une surface qui est comme ça, bombée. D'accord, voilà une surface convexe. D'accord? Voilà. Et donc, je vais avoir ma source qui est ici. Donc, ça, c'est une surface convexe. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, en fait, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais envoyer donc une source, une onde incidente en un point donné ici, etc. Alors, on avait dit que c'est toujours par rapport à quoi? Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à quoi? À la normale. À la normale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La normale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la tangente en ce point. Donc, tu fais la tangente. Je vais tracer la tangente en ce point. Ensuite, je vais tracer la normale, comme ça. OK? Et ensuite, ça, c'est disons la droite tangente au point ici que j'ai. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer mon onde, donc, qui est réfléchi avec les angles, les mêmes angles, etc. Maintenant, je peux faire la même chose ici. Je pars en ce point ici, d'accord? Et je vais tracer la tangente en ce point ici. La normale va être comme ça, d'accord? Et vous voyez bien, donc j'ai l'angle θ qui est ici, et je repars avec un angle θ qui est le même, d'accord? Je peux faire aussi la même chose de ce côté, d'accord? Donc je suis là, je trace l'angle qui est ici, et je vais tracer la normale à la tangente en ce point ici. Donc, vous avez un certain angle θ. L'onde, elle va venir, elle va partir dans ce sens, etc. Donc, vous avez l'onde qui est réfléchie. D'accord? OK? Je vais peut-être faire la même chose ici. D'accord? Donc, je vais avoir une onde incidente. Je vais tracer par rapport à la tangente que j'ai ici, pardon. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Vous avez un certain angle en ce point, et l'onde, elle va repartir dans ce sens comme ça. Alors, regardez un petit peu. Franchement, alors, quand je trace, disons, mon onde qui est l'onde frontale, alors qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'onde frontale, elle est plus étayée. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, on avait bien dit que lorsque vous avez une source qui émet avec une certaine intensité I, donc on avait dit que, en fait, l'intensité qui est émise est fonction de la surface qui est traversée. D'accord?
est fonction de la surface qui est traversée. Donc, plus la surface est importante, plus l'intensité que vous avez sur cette onde ALI, donc il est plus petit. D'accord? Donc, le fait que vous ayez, par exemple, une certaine surface qui est là, vous voyez bien que cette surface qui est là, beaucoup plus importante, elle a tendance à s'élargir, donc l'intensité est diminuée. Donc, vous avez tendance à atténuer le bruit LI que vous aviez ici. D'accord? Donc, le bruit est pratiquement atténué. Donc, une surface convexe, elle a tendance à éparpiller les ondes sonores, donc elle diminue le bruit sonore tout simplement. D'accord? Maintenant, on va passer à la surface concave. On va passer à la surface concave. Alors, la surface concave. Une surface concave, c'est quoi, s'il vous plaît? J'écoute. Une surface concave, voilà, c'est l'inverse. Donc, en fait, la courbure est vers l'intérieur, d'accord? La courbure est vers l'intérieur comme ça. D'accord? Maintenant, si je place ma source toujours qui est là, d'accord? Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Donc, en fait, je vais avoir une source qui est incidente dans ce sens. Je vais être ici. Alors, bien sûr, pour tracer ce que, donc, l'onde qui est incidente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la Tangente. La tangente. Je vais tracer la tangente ici, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer, donc, en fait, ces l'angle d'incidence. Et qu'est-ce que je vais avoir? En fait, c'est... Attendez que je la trace correctement. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Si cette onde qui est là, donc je vais avoir, disons, une onde qui va venir dans ce sens ici. D'accord? Bien sûr, les angles doivent être les mêmes. Donc, vous avez θ et vous avez θ qui est ici. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais peut-être prendre le symétrique ici? Donc, je vais prendre la tangente. D'accord? Je vais prendre, la normale et je vais tracer une coupe qui est comme ça. D'accord? Etc. Donc, je peux faire aussi la même chose pour donc, ce qui est là. Donc, en fait, ça va revenir comme ça parce que la normale, elle est directement ici. Et donc, vous allez avoir un point qui est là. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Vous remarquez que, donc en fait, pardon, vous remarquez que l'onde frontale, elle est de ce type, comme ça. D'accord? Ça, c'est l'onde frontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez tendance à diminuer la surface qui va traverser, donc, qui est traversée par l'onde sonore. Bien sûr, en vertu, donc en fait, si vous voulez, on avait dit que I, c'est égal à W sur S, c'est selon la surface qui est traversée par l'intensité sonore. Plus la surface est importante, plus l'intensité diminue, plus le niveau sonore diminue. Maintenant, si la surface frontale, donc, elle est diminue, ça veut dire que S est un peu plus petite, donc le I, il va augmenter par rapport à ce que j'avais ici, donc à ce niveau. D'accord? Donc, une surface, disons une surface, si vous voulez, concave, elle a tendance à amplifier les niveaux sonores. Elle a tendance à amplifier les niveaux sonores, chose que, en fait, on doit éviter si on veut, par exemple, ne pas avoir donc, des endroits où, disons, l'intensité sonore augmente. Alors, est-ce que quelqu'un peut me citer un cas concret réel, de cette application? Un cas concret réel, c'est les DOM. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un DOM, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un DOM? Bon, vous connaissez les mosquées, je pense que les gens qui sont entrés au moins une fois dans les mosquées. Les mosquées, avec le dôme, c'est le qubba, avec les djem al-fouq, d'accord? Vous avez donc le dôme qui est là, ce qu'on appelle un dôme. Et par exemple, si vous voyez, par exemple, ça c'est l'intérieur de votre local, et si vous avez par exemple une source sonore qui est là, hein, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez concentrer toute votre onde sonore en un point donné du récepteur. Et ça, c'est très mauvais. D'accord? Ça, c'est très mauvais. Il y a des études qui ont été faites dans ce sens par plusieurs chercheurs, donc en fait, pour un petit peu, disons, voir comment le DOM ne peut pas influer, donc pour déconcentrer un petit peu le niveau son en un point donné. Bon, il y a des tas de recherches qui ont été faites dans ce sens, sur l'étude des mosquées, l'étude même d'autres lieux de culte, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, alors, une surface plane, c'est entre une surface concave et une surface convexe. La surface, si vous voulez, concave, elle a tendance à, disons, à éparpiller l'onde sonore, donc elle atteint le niveau sonore. Une surface c'est concave, elle concentre les ondes sonores et de ce fait, elle augmente le niveau sonore en un point donné. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Oui, Est-ce que monsieur. c'est... Très bien, merci. Bon, maintenant, Oui, monsieur. maintenant, ça c'est juste pour, disons, une petite introduction. On va passer maintenant à la propagation des ondes sonores dans un espace clos. Alors, comme on avait dit, donc, un espace clos, c'est important. Donc, en fait, un espace clos, c'est quoi? C'est un espace qui est complètement fermé, d'accord? Qui est complètement fermé. Mais avant de passer donc, aux espaces clos, donc, il y a une chose qui est très importante. On va prendre ce qu'on appelle les ondes stationnaires, d'accord? Les ondes stationnaires. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, en fait, une onde stationnaire, c'est quoi? C'est par exemple lorsque vous avez une surface d'un côté, d'accord? Et vous avez une autre surface S1. Donc, ça, c'est une surface, d'accord? 1. Et ça, c'est une surface 2. D'accord? En fait, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, ces deux surfaces sont distantes d'une certaine longueur, petite. D'accord? Alors, généralement, lorsque vous envoyez une onde, donc supposons que vous allez envoyer une onde, comme ça. Donc, supposons que vous allez envoyer une onde. Une onde, c'est quoi? C'est à peu près, bon, sinusoïdale, peut-être comme ça, etc. D'accord? Alors, cette onde qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Si cette onde arrive ici, il va y avoir une onde qui est réfléchie par la surface 2. Donc, ça, si par exemple, le rouge, j'appelle l'onde incidente. D'accord? Elle n'aura pas la même trajectoire, monsieur. Attendez, on va y arriver, d'accord? L'angle incidence. Alors maintenant, si vous avez par exemple cette onde qui est là, vous allez avoir automatiquement donc une onde qui est comment? Qui est réfléchie. Alors, cette onde qui est réfléchie, elle peut avoir plusieurs possibilités. Donc en fait, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une onde qui est réfléchie, que j'appelle, elle est en phase avec l'onde qui est incidente. D'accord? Elle est en phase. Donc si elle est en phase, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, imaginons par exemple que j'ai par exemple une onde qui va être comme ça, réfléchie, qui va être comme ça. D'accord? Ça, c'est l'onde qui est réfléchie. Alors, dans ce cas-là, ce que j'ai tracé ici, c'est quoi? C'est une onde, ça c'est l'onde qui est réfléchie, d'accord? C'est une onde qui est en antiphase, donc elle est déphasée par rapport, disons, par rapport à l'onde initiale. Et le résultat de cette onde qui est incidente plus l'onde qui est réfléchie, je vais faire la somme des, disons, des amplitudes. Je vois que ça, par exemple, c'est positif et ça, c'est positif et ça, c'est négatif. C'est la même qui est réfléchie. Qu'est-ce qui va se passer? Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est 0 pratiquement. Donc, je vais avoir une onde totale, une onde qui va être comme ça, nulle, donc horizontale. Donc, je vais avoir une onde qui est horizontale comme ça, d'accord? OK? Voilà. Donc, je vais avoir une onde qui est comme ça, horizontale, résultante, d'accord? Dans ce cas-là, bien sûr. OK? Maintenant, il se peut qu'au lieu d'avoir ce que j'ai ici, l'onde qui est réfléchie, elle peut être en phase directe avec l'onde qui est, si vous voulez, incidente. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, les amplitudes, elles vont s'ajouter. Les amplitudes vont s'ajouter. Donc, qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas? Je vais avoir une onde, disons, résultante qui va être comme ça, du double des amplitudes. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'onde qui est, si vous voulez, résultante dans le cas. Alors, la première, c'est déphasée. Et la deuxième, c'est en phase avec l'onde incidente. D'accord? Ça, c'est disons que c'est l'onde résultante dans le cas où ils sont en phase. L'onde résultante, OK? Lorsque les ondes sont en phase. D'accord? Et ça, donc, ce que j'ai ici, donc le résultat, l'onde résultante, c'est ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Une onde stationnaire. Bien sûr, en général, les ondes peuvent être différentes. Elles ne sont ni déphasées ni en phase complètement. Elles peuvent être, si vous voulez, peut-être avec un certain angle que j'appelle θ,
disons, de déphasage. D'accord? Un petit angle de déphasage, c'est ce qu'on appelle l'angle de déphasage. D'accord? Quelconque. Et bien sûr, ce n'est ni en phase, donc en fait 0, et ce n'est pas, si vous voulez, en déphasage, c'est 90 degrés. D'accord? Donc en fait, l'angle, il est quelconque, ça peut être n'importe quoi. Alors maintenant, ce que je voudrais dire, vous voyez bien que cette onde que j'ai ici, ça c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, n'est-ce pas? Donc vous avez ici la période. D'accord? Vous avez la période que j'ai ici. Alors, bien sûr, si par exemple, si j'ai la période, donc en fait, on avait défini la fréquence, on avait défini la période, et on avait défini aussi quoi? La longueur d'onde. Avec la longueur d'onde, c'était quoi, s'il vous plaît? C'était la vitesse du son dans l'air divisée par quoi? Par la fréquence, tout simplement. D'accord? Et bien sûr, ça aussi, c'est égal à quoi? C'est égal à CT. D'accord? C'est la période. OK? Si on ne voit pas le poids du tableau. OK, très bien. Vous voyez maintenant? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, en fait, on a dit F, la fréquence, la période, et les longueur d'onde. Avec longueur de lambda, c'est C sur F et est égal à CT aussi. Il n'y a pas de problème. D'accord? En fait, si on compare, par exemple, la longueur d'onde, qui est une distance, avec la distance qui sépare les deux surfaces, il ne faut pas que la distance D soit un multiple de la longueur d'onde. D'accord? Parce que regardez, s'il vous plaît, si c'est un multiple, je vais aboutir à un point ici et je risque d'avoir soit déphasé, soit en phase. Maintenant, si je déplace, par exemple, ma surface qui est là, à ce moment-là, je n'aurai pas un multiple, donc la distance va être ici. Qu'est-ce que je vais? L'onde qui est incidente, elle va être ici. Et à ce moment-là, ce ne sera pas, si vous voulez, complètement en phase ou complètement déphasé. Ça va être un angle, si vous voulez, quelconque. Et à ce moment-là, j'aurai une onde quelconque dans mon espace. D'accord? Donc, ce qu'il faut éviter dans les espaces clos, donc lorsque vous avez deux surfaces parallèles, d'accord, il ne faut jamais prendre une distance qui est un multiple de la longueur d'onde ici. Bon, supposons par exemple que j'ai à 1000 Hz, comme tout à l'heure. On va peut-être aller un peu plus loin, d'accord? On va aller peut-être un peu plus loin. Donc, peut-être que je prends par exemple 2000 Hz, d'accord? 2000 Hz, donc je vais prendre F égale 2000 Hz. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir lambda, c'est égal à quoi? 345 divisé par 2000, c'est ça? Ça fait 345 divisé par 1000, ça fait, on a 0,345. Et divisé encore par 2, ça fait 0,1725, c'est ça? C'est ça? Mètres. Donc, je vais avoir lambda à 0,17 mètres. En fait, il ne faut pas que la distance petit d soit un multiple de cette valeur. C'est-à-dire, il ne faut pas que je prenne d, par exemple, si je prends par exemple d égale 20 mètres, d'accord? Il ne faut pas que je place, si vous voulez, la deuxième paroi à une distance qui soit un multiple de 17,25. D'accord? Donc 17,5 multiplié par 20, ça fait combien? S'il vous plaît? Ça fait combien? Ça fait 0? Oui? 0,345, c'est ça? Oui ou non? C'est ça? J'arrive pas à voir l'opération, monsieur. Pardon. On va y aller. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc en fait, si je prends F égale 2000 Hz, je vais avoir lambda qui est égal à 0,1725. D'accord? Maintenant, si je prends par exemple la distance D qui est égale à 20 mètres, alors, je vais avoir donc, le multiple donc, que j'ai ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, il faudrait diviser 20 D sur lambda, d'accord? Alors, D sur 20, donc vous avez 20 mètres divisé par 0,1725. Alors, ça m'étonnerait que ce soit ça, c'est un multiple. Nous sommes d'accord? OK? Mais par contre, si je prends par exemple une distance D, si je prends par exemple une distance petit d, j'efface s'il vous plaît. Si je prends par exemple une distance petit d qui est égale à 17,25 mètres, lambda c'est égal à quoi? C'était à 0,1725. Donc lorsque je fais 17 d sur lambda qui est égal à 17,25 mètres sur 0,1725, ça fait combien s'il vous plaît? Ça fait 100, non? Oui ou non? Est-ce que c'est bon?
Ça fait Monsieur 100, non? 100. Oui. Donc, vous avez donc, le rapport, le ratio, donc, que je l'appelle 100. Et ça, c'est un multiple quand même. D'accord? C'est un multiple disons, de la longueur d'onde. Seule chose qu'il faut éviter pour ne pas avoir des ondes stationnaires. Alors, ce qu'il faut comprendre des ondes stationnaires, elles risquent soit d'avoir des niveaux sonores nuls lorsque l'onde incidente est en phase avec l'onde qui est réfléchie, ou bien des niveaux sonores qui vont être, si vous voulez, amplifiés, d'accord, dans les zones où vous avez, par exemple, si vous voulez, vous avez disons, l'onde incidente qui est en phase avec l'onde qui est incidente. Donc ici, vous avez, par exemple, ça c'est amplifié, comme on a vu tout à l'heure, ça c'est nul, c'est 0, d'accord, et ça c'est amplifié. Donc ça c'est en phase, ça c'est en déphasage. On peut avoir, par exemple, quelconque lorsque vous n'avez pas, disons, des distances qui sont des multiples de la longueur d'onde que j'ai ici. Alors bien sûr, qu'est-ce que vous allez, pratiquement parlant, ça va être quoi? C'est par exemple, si vous vous placez à cette distance ici, cette distance ici, lorsque vous êtes en phase, le niveau, il va être très important ici, d'accord, à cette distance. Par contre, si vous placez un nœud ici, le niveau, il est nul. Vous n'allez rien entendre, tout simplement. D'accord? Vous n'allez rien entendre. C'est pour ça que, par exemple, dans les locaux, par exemple, à usage, si vous voulez, disons, de paroles, etc., lorsqu'une salle de classe, il faut éviter quand même que les parois soient des multiples, etc., d'accord? Et ensuite, il faut bien placer les gens par rapport à ces distances. Si je place ici, il va bien écouter, il va bien recevoir donc, le niveau, parce que surtout lorsque vous avez une onde stationnaire, d'accord? Et ici, ça va être nul. D'accord. Voilà un petit peu, donc, disons, qu'est-ce que c'est qu'une onde stationnaire et quel est l'effet de ces ondes stationnaires en fonction de la position de l'auditeur entre les deux surfaces, tout simplement. D'accord? Vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Tout ça, nous ne sommes pas encore arrivés à la propagation des ondes sonores dans les espaces clos. Alors maintenant, s'il vous plaît, on va prendre donc des applications pratiques pour éviter donc les ondes stationnaires, les réflexions d'une manière, donc les ondes stationnaires. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est des choses pratiques, ça, d'accord? Pour éviter les ondes stationnaires, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, donc si vous avez deux surfaces, une qui est là et l'autre qui est là, il faut avoir une surface qui est non parallèle à la surface. Donc, de telle sorte, lorsque vous avez par exemple lorsque vous avez une onde qui est incidente, l'onde ne va pas revenir comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être diffractée. Donc, elle va être dans le sens. Donc, ça, c'est l'onde incidente. D'accord? Et ça, c'est l'onde réfléchie. D'accord? L'onde réfléchie. Donc, le premier procédé, ne pas avoir des ondes qui sont parallèles, disons des surfaces qui sont parallèles pour éviter les ondes stationnaires. Donc, on va dévier donc l'onde qui réfléchit, tout simplement. La deuxième possibilité, c'est de ne pas permettre une onde réfléchie. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc une onde qui est sinusoïde, même si la surface est parallèle. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un absorbant. S'il vous plaît, on ne voit pas le haut du tableau. Très bien, très bien. Voilà. Vous le voyez maintenant? C'est bon? Donc, en fait, la première, c'était ne pas avoir des surfaces qui sont parallèles. Donc, on incline une surface par rapport à l'autre, de telle sorte qu'il n'y ait pas de sens. L'onde incidente n'est pas en parallèle avec l'onde qui est incidente. L'onde réfléchie n'est pas en parallèle. Maintenant, deuxième procédé, qu'est-ce qu'on fait? On met un absorbant. Donc, lorsque vous envoyez l'onde qui est incidente, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? L'onde, elle est absorbée. Donc, il n'y a pas de réflexion du tout. Donc, ça, c'est un matériau absorbant. Ça, c'est des choses classiques qui sont utilisées, d'accord? D'accord? Matériau absorbant. Alors, bien sûr, lorsque les surfaces ne sont pas parallèles, ben, c'est bon. Donc, en fait, vous savez très bien, même si on met des surfaces parfaitement parallèles, toujours des irrégularités, et en fait, on évite un petit peu les ondes réfléchies qui sont en phase, en déphasage avec l'onde incidente. Ça, le premier... Le matériau absorbant n'a cache une onde réfléchie. Il n'y a pas d'onde réfléchie. Elle est atténuée. Mais complètement, mais en fait, elle est atténuée. D'accord? OK? Elle est atténuée de façon assez... Et ça, c'est des applications courantes que nous avons. Alors, le matériau absorbant, ça peut être de la laine de verre, la laine de roche, le tissu, tout ce que vous voulez.
D'accord? OK? On va voir les procédés maintenant pour avoir, donc, pour éliminer toutes ces choses. Maintenant, le troisième procédé que l'on va avoir, c'est de casser l'onde. D'accord? C'est de casser l'onde, d'accord? Donc, c'est la disperser. Donc, en fait, regardez, qu'est-ce que nous allons voir. Si vous avez, par exemple, une surface qui est là, avec la source qui se trouve ici, j'envoie une onde, et qu'est-ce que je fais? Cette onde, je vais la casser. Donc, je vais avoir une surface qui est comment? Irrégulière. Il y a des pointes. Alors, l'onde, lorsqu'elle arrive sur cette pointe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se casser en petites ondes qui sont réfléchies, qui ne sont pas dans tous les sens. D'accord? OK? Voilà un petit peu donc les surfaces dispersives. Donc, l'onde, elle est dispersée. D'accord? Ça, c'est les ondes, ondes incidentes. D'accord? Et ça, c'est les ondes diffractées. Donc, c'est les ondes qui sont cassées, donc diffractées. D'accord? Donc, si vous cassez l'onde, elle ne peut pas partir loin, elle est là, donc vous la cassez, vous atténuez son effet. Vous atténuez son effet. D'accord? Et ça, vous avez des applications au niveau des blocs. Renseignez-moi, Andra Feibab Zouar. Surtout les couloirs, tu as les blocs de classe. Oui? Est-ce que vous avez fait attention? Non. Non? Non, si vous faites attention, la prochaine fois que les couloirs, vous avez les 300 de couloirs, vous regardez les murs, ils sont faits comme ça, c'est en zigzag. Vous avez disons, des triangles comme ça pour casser l'onde, surtout lorsque vous avez par exemple des couloirs, des espaces qui sont très longs, etc. Faites attention lorsque vous marchez ou là, quand vous voyez, essayez toujours de voir un petit peu ce qui vous entoure, d'accord? Donc voilà les trois procédés pour éviter à ce qu'il y ait des ondes stationnaires et d'éviter d'avoir, si vous voulez, des concentrations, si vous voulez, d'ondes dans un point quelconque entre les deux surfaces. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Non? Pas de questions? J'écoute. Pas de questions? Pas de question. Très bien, très très bien. Alors, on continue. Alors, maintenant, on va définir, d'accord, les champs sonores de plusieurs types qui nous intéressent dans un espace clos, d'accord? Les champs sonores, d'accord? Alors maintenant, si je prends par exemple un local, donc qui est pratiquement c'est des murs, donc vous avez un local qui est là, d'accord? Bon, si je prends une source qui est là, d'accord? Et par exemple, je prends un auditeur quelconque, je le place ici. Donc je mets auditeur petit. D'accord? Alors maintenant, s'il vous plaît, l'onde qui est, disons, émise par cette source vers l'auditeur, vous avez le premier type, c'est comme ça. Donc, vous avez une onde qui arrive directement vers l'auditeur. Maintenant, vous avez aussi des ondes qui vont venir comme ça, ensuite elle est réfléchie, et ensuite elle va partir dans ce sens vers l'auditeur. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez avoir, si vous voulez, des multiples, disons, de réflexions. Une onde peut-être qui va faire ça, d'accord? Ensuite, elle va revenir dans ce sens. Ensuite, elle va revenir dans ce sens vers l'auditeur. Ça, c'est des ondes qui sont réfléchies tout simplement, d'accord? Et je peux avoir, par exemple, une onde qui va venir comme ça, et ensuite, elle repart vers l'auditeur. Donc, vous voyez bien qu'il y a une multitude, donc, en fait, d'ondes que j'ai ici. Alors, la première que j'ai ici, j'ai ça, et ça, c'est le deuxième cas. Donc, le 1, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'onde directe. D'accord? L'onde directe qui est reçue directement sans réflexion. L'onde directe, elle est reçue directement sans réflexion. Vous avez le type 2, donc c'est une onde, ce sont les ondes réfléchies. D'accord? Ce sont les ondes réfléchies.
Et en fait, maintenant, si vous voulez, la contribution, disons, pour le niveau sonore au point où nous avons l'auditeur, c'est une combinaison de l'onde directe et de l'onde qui est réfléchie. D'accord? Donc, au niveau de l'auditeur, ça va être une combinaison de l'onde directe qui est reçue directement sans réflexion et de l'onde réfléchie, donc après avoir percuté des surfaces un peu aléatoirement. D'accord? D'accord, s'il vous plaît? Alors, maintenant, nous allons donc définir en fait les différents champs sonores. Donc, en fait, regardez, s'il vous plaît, dans la région proche de la source ici, d'accord? J'ai ici, donc en fait, ici, ça c'est ce qu'on appelle le champ, donc la région proche de la source. D'accord? De la source. Donc en fait, ça c'est ce que j'appelle le champ direct. D'accord? OK? Le champ direct. Et maintenant, vous avez par exemple les champs, par exemple la zone où vous avez beaucoup de réflexions. Donc ici, par exemple, dans les réflexions que j'ai ici, d'accord? Et ça, donc, qu'est-ce que j'ai? C'est ce qu'on appelle le champ, donc région éloignée. Éloignée de la source. En fait, elle est proche des murs, proche des parois. Des parois, et ça, c'est ce que j'appelle le champ réverbéré. Le champ, monsieur? Réverbéré. Le champ réverbéré. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le champ réverbéré? D'accord? C'est le champ qui est réfléchi, donc qui est dû aux réflexions majeures, donc à partir des surfaces, etc. D'accord? C'est bon? C'est bon? Donc, vous avez deux types de champs. Proche de la source, c'est ce qu'on appelle le champ direct. Éloigné de la source, près des surfaces, c'est ce qu'on appelle le champ réverbéré. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui? Très bien, on continue. Donc, regardez maintenant, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est les champs sonores. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle le coefficient d'absorption d'un matériau. D'accord? Coefficient d'absorption d'un matériau. Alors, le coefficient d'absorption d'un matériau, c'est quoi en fait? Regardez s'il vous plaît. Si vous prenez une surface, une paroi, d'accord? Vous avez une paroi. D'accord? Sur cette paroi, bien sûr, vous allez avoir une onde qui est incidente. Donc, vous allez avoir une onde incidente. D'accord? Alors, bien sûr, cette onde incidente, il y a une partie qui est réfléchie, tout à fait normale. Et vous avez une partie qui est transmise. Vous avez une onde qui est transmise. D'accord? Et vous avez une onde qui est absorbée. D'accord? Vous avez une onde qui est absorbée. Donc, voilà le principe. Donc, vous avez, on va dire, donc, une paroi. Donc, il y a une onde qui arrive. Une partie est pratiquement réfléchie, bien sûr, comme ça. Une partie qui est transmise dans le cadre. Donc, vous avez de ce côté, vous avez donc c'est une paroi séparative. Mais ensuite, vous avez une onde qui est absorbée, si vous voulez, disons, par le matériau lui-même. Alors, on définit le coefficient d'absorption d'un matériau, d'accord? Donc, vous avez ici, donc, je vais avoir un coefficient de réflexion que j'appelle R, d'accord? Ici, je vais avoir, disons, un coefficient de transmission que j'appelle tau. Et ici, je vais avoir, disons, un coefficient d'absorption que je vais appeler alpha, d'accord? Et bien sûr, je vais avoir donc alpha, coefficient d'absorption, plus le coefficient de transmission tau, plus le coefficient de réflexion R, qui sont de la somme, c'est égal à 1. On ne peut pas être autrement, d'accord?
c'est la totalité de l'énergie. Donc, en fait, je vais avoir donc alpha plus tau plus R qui est égal à 1, tout simplement. Et bien sûr, donc en fait, si j'ai une certaine énergie, par exemple, que je vais avoir donc ici, donc je vais avoir une énergie que j'appelle W, d'accord? Cette intensité I qui est là, d'accord? Et cette paroi, elle a une certaine surface I, d'accord? En fait, l'énergie qui est incidente sur cette paroi, W, c'est égal à I, l'intensité de la source, bien sûr que j'ai ici, d'accord, multiplié par la surface de la paroi qui traverse, donc sur laquelle l'onde est incidente. Ça, c'est, comment dire, c'est l'énergie qui est due à l'onde incidente, d'accord? Okay. Maintenant, il y a une partie qui est réfléchie, d'accord? Donc, je vais avoir une énergie qui est réfléchie que j'appelle WR, c'est quoi? C'est R multiplié par l'onde, disons, incidente totale, d'accord? Je vais aussi avoir donc une onde qui est transmise, une énergie qui est transmise que j'ai appelée W tau, qui est égal à quoi? À tau multiplié par W, d'accord? OK? Et ensuite, je vais avoir une énergie donc en fait qui est absorbée, que je vais appeler WA, qui est égale à alpha multiplié par W. D'accord? Ça, c'est les énergies qui sont mises en jeu. Donc, on va partir de la source avec une énergie totale W qui est égale à I fois S, S la surface de la paroi. D'accord? Et je vais avoir donc l'énergie qui est réfléchie, c'est R fois W, totale incidente. W tau qui est transmise, donc c'est l'énergie qui est transmise, c'est tau fois W. Et l'énergie qui est absorbée par la paroi, c'est W égale alpha fois W. D'accord? Ça, c'est les principaux donc, paramètres que nous allons voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir le coefficient d'absorption. Alors, on définit le coefficient d'absorption d'un matériau, donc le coefficient d'absorption d'un matériau, que j'appelle alpha, c'est égal à l'énergie absorbée par la paroi divisé par l'énergie qui est incidente, tout simplement. Et ça, donc, en fait, c'est la définition du coefficient d'absorption d'un matériau. Bien sûr, pour les parois donc lisses, alpha est égal à combien? Pour les parois lisses. Oui? Alpha est voisin de 0. Il n'y a rien. Tout est réfléchi, d'accord? Tout est réfléchi, d'accord? Maintenant, pour les parois, par exemple, ouvertes, d'accord, ou complètement absorbantes, ouvertes, vous avez alpha qui est voisin de 1, tout simplement, d'accord? OK? Ben, les parois réelles, ce n'est ni 0 ni 1, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Alpha qui est compris entre 0 et 1, tout simplement, d'accord? Donc, le coefficient d'absorption, c'est toujours compris entre 0 et 1, bien sûr, même pour les valeurs petit r et taux, etc. On les verra par la suite. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, le coefficient d'absorption, bien sûr, d'un matériau, c'est l'énergie qui est absorbée par le matériau lui-même sur l'énergie qui est incidente avec les valeurs de alpha qui sont toujours comprises en 0 et 1 pour les parois réelles que nous avons. D'accord, s'il vous plaît, c'est bon? On continue? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que alpha, le coefficient d'absorption, ils sont en fonction de la fréquence. C'est toujours le savoir. Donc, ils sont en fonction de la fréquence. Et c'est des tableaux qui sont donnés. Donc, en fait, on fait des essais sur les différents types de matériaux, etc. Par exemple, je vous prends, par exemple, du béton. D'accord, le béton, on a fait, par exemple, disons, des tests sur le béton. Et peut-être vous allez avoir le béton brut. Vous allez avoir, par exemple, un coefficient d'absorption, alpha, d'accord, qui est égal à 0,02. Donc, ici, par exemple, pour la fréquence, par exemple, de 125 Hz, d'accord, 0,02, et bien sûr, il va peut-être être comme ça jusqu'à 500 Hz, il va être peut-être de 0,03, etc., jusqu'à, par exemple, si vous voulez, donc 1000 Hz, il va être à peu près de 0,05, d'accord, 1000 Hz, etc., d'accord, peut-être 0,05, ou etc. Alors, vous voyez bien que les matériaux, le béton, il est dur, donc ça, c'est le béton brut. D'accord? Les matériaux qui sont durs, vous avez des coefficients d'absorption qui sont relativement faibles, d'accord? Qui sont relativement faibles, etc. D'accord?
Maintenant, je peux éventuellement prendre, par exemple, un matériau qui est de traitement acoustique, d'accord? Je prends, par exemple, le plâtre perforé, d'accord? Je peux prendre le plâtre perforé, que vous voyez tous, on l'utilise dans les faux plafonds, etc. Donc, vous avez le plâtre perforé, d'accord? Je prends les mêmes valeurs, donc en fait à 125, 500 et 1000. Alors, pour le plâtre perforé, vous avez par exemple des coefficients de 0,30, d'accord, pour la fréquence 125, d'accord? Et vous avez, alors, plate perforée 0,15, d'accord? C'est 0,15, pardon, donc pour ne pas me tromper. Donc c'est 0,15. Ensuite, vous avez à 500 S, vous avez 0,45, d'accord? Vous avez 0,45 ici. Et à 1000, on va voir combien que ça fait, c'est à peu près 0,50. Donc vous voyez bien que le plâtre perforé qui est utilisé spécialement pour la collection acoustique, d'accord? C'est des coefficients d'absorption qui sont relativement importants. D'accord? Donc, on peut l'utiliser pour absorber ces ondes, pour ne pas, si vous voulez, avoir des ondes qui sont réfléchies, etc. Et je vous demande, s'il vous plaît, à tous, les gens qui sont présents, d'accord, d'aller voir sur Internet et de télécharger les tableaux, d'accord, tableaux des coefficients d'absorption, d'accord, des coefficients d'absorption alpha des matériaux, d'accord, des matériaux. Donc, vous tapez carrément donc, sur Internet, sur Google, donc matériaux, coefficient d'absorption alpha des matériaux, et vous avez des tableaux, vous les téléchargez, vous avez, c'est toujours en fonction des fréquences. Vous allez avoir des tableaux, la fréquence au-dessus, alpha, le type de matériau, avec toutes les valeurs qui sont là. D'accord? C'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Oui ou non? Très, très bien. Ah, maintenant, vous savez très bien qu'en général, lorsque vous prenez par exemple un mur, il n'est pas, disons, simple. Si vous prenez par exemple un mur, si je prends par exemple un local, ben, les murs qui composent ce local, ils ne sont pas les mêmes. Nous sommes d'accord, oui ou non? Les murs qui composent ce local ne sont pas les mêmes. Je peux avoir par exemple un mur avec une certaine surface, avec un certain matériau, que j'ai ici par exemple, d'accord, etc. Donc, je peux avoir par exemple un matériau avec une surface S1 avec un certain coefficient d'absorption alpha 1. Je peux avoir aussi un autre matériau qui est placé sur ce mur, par exemple, et je vais avoir par exemple une certaine surface S2 avec un certain coefficient d'absorption, etc., alpha 2. Je peux avoir aussi un autre matériau ici, donc c'est surface SI avec un coefficient de alpha I, et je peux avoir, si vous voulez, donc un autre matériau ici. Donc, en fait, c'est la surface SN avec un certain coefficient d'absorption. Bien sûr, et j'ai toujours, si vous voulez, cette source qui est là, elle va émettre donc des ondes sonores qui sont comme ça sur les matériaux, etc. D'accord? Mais en fait, on ne va plus parler maintenant, donc en fait, d'un coefficient d'absorption unique, mais on va parler ce qu'on appelle d'un coefficient d'absorption alpha moyen. Donc, ça, c'est coefficient d'absorption moyen du local, d'accord, que j'appelle alpha. Et maintenant, bien sûr, lorsque vous voyez dans un local, vous avez du vitrage, vous avez des portes en bois, vous avez des rideaux, vous avez, etc., du mobilier, on va voir aussi. Donc, on va parler donc du coefficient d'absorption moyen d'un local, d'accord? Et en fait, on va voir donc comment on fait pour calculer le coefficient d'absorption moyen d'un local. D'accord? Alors, bien sûr, pour, disons, commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre, par exemple, je considère que la surface totale du local. D'accord? J'ai la surface totale du local que j'appelle ST. D'accord? Bien. Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous avez les surfaces S1 et S3. Chaque surface reçoit, si vous voulez, une certaine énergie qui est absorbée par, donc, en fait, si vous voulez, c'est ce que disons par les matériaux que j'ai ici. Donc, je vais dire qu'en fait, que l'énergie totale dans le local absorbée, c'est égal à quoi? C'est la surface totale d'une manière générale, multipliée par un certain coefficient moyen alpha m,
en vertu de ce qu'on a vu tout à l'heure, et bien sûr multiplié par quoi? Par I, par l'intensité I qui est la même dans toutes les directions. D'accord, ici. Donc, c'est ça ce que j'ai. Donc, alpha moyen. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer en fait ce WA que j'ai ici. En fait, sur ce matériau 1, je vais avoir une certaine quoi? Une certaine énergie absorbée qui est égale à quoi? Donc, c'est S1, d'accord? Multiplié par alpha 1, multiplié par I. W2, c'est égal à quoi? S2, multiplié par alpha 2, multiplié par I. D'accord? Bon, ensuite, je vais peut-être partir comme ça. Donc, WAI, absorbé, c'est égal à quoi? À SI, multiplié par, pardon, c'est SI, pardon, c'est alpha I. Donc, c'est alpha d'ici. D'accord? Alpha I, multiplié par I, etc. Donc, je vais aller jusqu'à WAN, qui est égal à quoi? À SN, multiplié par alpha N, multiplié par I. D'accord? Et en fait, je vais dire que WA, c'est égal à la somme de WA1, d'accord, WA plus WA2, plus WAI, plus WAN, d'accord? Et je remplace tout ça, je remplace. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc, en fait, WA total, donc c'est quoi? J'ai S total, multiplié par alpha M, multiplié par I. Ça, c'est égal à quoi? À S1, multiplié par alpha 1, multiplié par I, plus S2, multiplié par alpha 2, multiplié par I, plus, etc., plus quoi? SI, multiplié par, comment dirais-je, alpha I, multiplié par I, tout simplement. Et bien sûr, plus, ce que j'ai, donc en fait, c'est SN, fois alpha N, multiplié par I. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le I, ici, je peux le mettre en facteur. Il est de ce côté-là aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le I, je peux les simplifier. Les I, je peux les simplifier. C'est les intensités-là que j'ai ici. Alors, maintenant, pour moi, le but, c'est de calculer le coefficient d'absorption alpha moyen. Donc, vous remarquez que alpha M, avec cette équation, c'est égal à quoi? C'est égal à S1 multiplié par alpha 1 plus S2 multiplié par alpha 2, plus etc., plus Sn multiplié par alpha 1. D'accord? Et divisé par quoi? Divisé par St. D'accord? Et en fait, si je peux écrire, donc en fait, le coefficient moyen d'absorption moyenne dans le cas, c'est quoi? En fait, ça, c'est S avec ça, c'est la somme, c'est le produit de I égale 1 à N, de quoi? De SI multiplié par alpha I sur le S total, c'est la somme des surfaces totales du local, sur la somme de I égale A à N, de quoi? Des SI tout simplement. Donc, pour calculer le coefficient moyen local, d'absorption moyenne locale, je prends toutes les surfaces qui composent donc, des matériaux que j'ai dans mon local, je les multiplie par le coefficient d'absorption et je divise tout simplement par la surface totale que j'ai ici. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Monsieur. Très, très bien. Alors maintenant, ça c'est pour les matériaux. Alors bien sûr, cette valeur que j'ai ici, donc cette valeur donc ce terme que j'ai ici, donc c'est la somme des alpha I fois SI, c'est ce qu'on appelle en général, on l'appelle A, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'aire d'absorption équivalente, d'accord? C'est l'aire d'absorption équivalente, donc, d'un local, d'accord? C'est la somme. Oui, la somme des alpha ici, d'accord, c'est ça. C'est la somme des alpha ici, d'accord? C'est l'aire d'absorption équivalente, d'accord, d'un local. OK? Alors, pourquoi on définit ça? Parce qu'un matériau, il n'y a pas de problème, on peut définir son coefficient d'absorption par des essais. Il y a plusieurs essais qui se font donc, pour calculer les différents alpha des matériaux. Maintenant, lorsque vous avez des personnes, lorsque vous avez du mobilier, ce n'est pas facile quand même de connaître la surface d'une personne ou la surface du mobilier exactement. Donc, vous avez ce qu'on appelle, on définit, au lieu de définir, en fait, l'aire d'absorption, l'unité TH, c'est le mètre carré, d'accord?
C'est le mètre carré. Donc, c'est le mètre carré. Pourquoi? Parce que c'est une unité de surface. Alpha est sans unité. Donc, le A, c'est donc, l'unité, c'est le mètre carré tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Alors, bien sûr, les coefficients. Alors, on avait défini tout à l'heure les coefficients d'absorption pour les matériaux, c'était sans unité. Maintenant, par exemple, si je prends une chaise vide, on définit les chaises, par exemple, c'est les aires d'absorption équivalentes. L'aire d'absorption équivalente d'une chaise vide, par exemple, elle est égale vide, donc en fait, ça dépend du type de bois avec laquelle elle est faite, etc. Donc, je prends par exemple une chaise en bois, donc ça peut passer 0,2 à 125, 0,02 à 125 jusqu'à 0,4 à 4000 Hz. Maintenant, pour un fauteuil capitonné, d'accord, vide, à 125 c'est 0,20 et à 4000 c'est 0,30. Pour une personne debout, c'est 0,20 à 125 et 0,55 à 4000. Donc, vous voyez un petit peu, donc, les aires d'absorption équivalentes sont définies beaucoup plus pour les matériaux sur lesquels on ne peut pas avoir une surface précise. Et je vous demanderai aussi donc, d'aller sur Internet et de me télécharger les aires d'absorption équivalentes de le mobilier, les personnes, etc., debout, assises, etc. D'accord? De toute façon, on va faire des applications la prochaine fois, Inch'Allah, et on va comprendre bien ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, monsieur. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage. Allez, au revoir. Bonne fin de soirée. Allez à tous. C'est bien.